Aujourd'hui, nos travaux après la suspension de fin d'année, reprise que nous avons dû décaler pour tenir compte de l'agenda des travaux du Sénat. Je saisis l'occasion de cette rentrée pour vous présenter mes meilleurs vœux, en particulier à ceux auxquels je n'aurais pas eu l'occasion de souhaiter une excellente année 2025. Je salue aussi l'arrivée d'un nouveau collègue ultramarin à la suite des élections du 8 décembre dernier, Jean-Marc Ruel, sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui va intégrer le bureau de la délégation en qualité de vice-président au titre du groupe RDSE. L'année 2025 sera chargée, avec plusieurs rapports en projet sur la vie chère, sur la politique du handicap dans les Outre-mer et sur la coopération régionale, avec le deuxième volet sur le bassin atlantique. À cet égard, je vous informe du dépôt cette semaine d'une proposition de résolution européenne co-signée par nos collègues Christian Combon, Stéphane Demilly et Georges Patient, relative à l'intégration régionale des RUP de l'Union européenne. Cette PPRE met en œuvre les recommandations de notre premier rapport coopération régionale dans le bassin indien sur les aspects européens. Il s'agit d'une suite concrète à nos travaux et je tiens à les en féliciter. Nous démarrons donc nos auditions ce matin pour l'étude sur les handicaps dans les Outre-mer avec nos trois rapporteurs, Audrey Bélim, Akli, sénatrice de La Réunion, Annick Petrus, sénatrice de Saint-Martin, et Akli Melouli, sénateur du Val-de-Marne. Alors Annick est normalement, devrait être en direct puisqu'elle a dû, en visio, puisqu'elle a dû se déplacer dans sa circonscription. Je me félicite de leur choix en vue d'un rapport prévu pour le mois de juin. Il s'agit du premier travail de notre délégation sur ce thème. Il portera notamment sur la perception du handicap dans les territoires ultramarins et sur les politiques publiques à mener pour le quotidien des personnes concernées. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai participé au Duodé organisé au Sénat le 21 novembre dernier et je suis fière que notre institution, le Sénat, se mobilise autour du président Larcher en cette année anniversaire des 20 ans de la loi de 2005. Nous comptons travailler étroitement avec le groupe d'études sur le handicap présidé par notre collègue Marie-Pierre Richer, qui organise un grand colloque avec la Commission des affaires sociales le 11 février prochain au Sénat sur ce sujet. Les problématiques sont en effet nombreuses. L'éducation, l'emploi et la formation, la santé, sans oublier le sport sur le sujet du handicap outre-mer. Je propose que nous entrions dans le vif du sujet en accueillant tout de suite notre premier invité, Monsieur Jérémy Beauroy, président du Conseil national consultatif des personnes handicapées, dont l'expertise est reconnue. Nous vous remercions vivement, Monsieur le Président, pour votre disponibilité pour nous aider à dresser un état des lieux de la situation. Vous connaissez bien notre maison, vous avez participé au Duodé et aussi tout récemment, le 16 janvier, à la table ronde organisée par la délégation aux collectivités territoriales du Sénat sur un bilan des bonnes pratiques des collectivités 20 ans après la promulgation de la loi handicap. Comme à notre habitude, nous vous avons adressé un questionnaire pour préparer votre exposé liminaire. Donc, je laisserai ensuite les rapporteurs vous interroger et demander les précisions qu'ils souhaiteraient. Les autres collègues pourront également intervenir. Donc, nous devons finir, chers collègues, à 10 heures, car nous examinerons ce matin
les conclusions du rapport de nos collègues Philippe Bas et Victorin Lurel sur l'action de l'État dans les Outre-mer. Donc, Monsieur Bourroil, je vous laisse la parole pour une dizaine de minutes, mais si vous voulez rallonger un petit peu, 15, je n'y vois pas d'inconvénient. Voilà. Madame la Présidente, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, merci beaucoup pour votre accueil et pour votre mobilisation sur ce sujet à l'occasion du 20e anniversaire de la loi du 11 février 2005, mais plus largement. Je sais que nous avons un certain nombre de préoccupations en commun, donc je suis vraiment ravi que nous puissions en débattre aujourd'hui. Je voudrais commencer par vous redire un petit peu quelle est la mission du CNTPH, puisqu'elle nous permettra, vous allez le voir, de dérouler ensemble les travaux que nous devons encore avoir en commun. Le CNTPH, donc le Conseil national consultatif des personnes handicapées, a pour mission de s'assurer de la participation et de la représentation des personnes handicapées, de leur famille, des professionnels qui contribuent à leur autonomie, dans la co-construction des politiques publiques qui les concernent. Et en réalité, quand je dis qui les concerne, c'est bien l'ensemble des politiques publiques, puisque par définition, tout ce qui concerne l'autonomie des personnes handicapées et l'accessibilité et l'accès aux droits communs sont des sujets éminemment transversaux qui trouvent leur réponse dans tous les domaines d'intervention de la puissance publique et des acteurs publics et privés. Donc, notre mission est d'abord d'être en situation d'interpeller, d'accompagner, d'éclairer tous les acteurs pour que chacun se mobilise à son niveau pour assurer cette accessibilité et cet accès aux droits communs. Je reprends régulièrement la même anecdote pour éclairer un petit peu notre position. Il y a quelques mois, lorsque le gouvernement de M. Barnier a été désigné, un certain nombre de contributeurs au débat public s'étaient émus de voir qu'il n'y avait pas de ministre directement en charge du handicap. Et donc, une certaine mobilisation visible sur les réseaux sociaux. Et en réalité, au CNTPH, nous étions dit, en fait, notre priorité était plutôt de savoir ce que le Premier ministre entend faire sur le sujet, quelle place il entend accorder à la politique dont nous parlons sur la feuille de route du gouvernement, quelle est la mobilisation de la ministre de l'Éducation nationale, du ministre de la Santé, de la ministre de la Culture, du ministre des Transports, etc., etc., plutôt que de savoir qui va porter tout seul une politique qui serait dédiée à une population donnée. Alors, une ministre a été nommée, et c'est tant mieux, puisqu'il faut le voir comme un renfort à notre démarche commune. Néanmoins, c'est bien la mobilisation interministérielle qui doit l'emporter sur nos sujets. Et donc, je voulais vous parler de ça parce que je sais que c'est aussi quelque chose qui préoccupe aussi tous ceux qui travaillent sur la question de l'outre-mer. Nous avons vraiment ce point commun dans nos approches. Et donc, la discussion que nous allons avoir va consister en réalité à regarder comment deux sujets transversaux doivent en faire qu'un seul. Notre mission aussi consiste donc à participer, et je m'en réjouis, aux travaux du comité interministériel du handicap. Ce comité, qui a été créé en 2009, prévoit la participation autour du Premier ministre, de la Première ministre, c'est selon de l'ensemble des ministres pour mettre à jour la feuille de route du gouvernement sur la mise en œuvre et de la loi de 2005 et j'ai envie de dire, surtout, de la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies. Et ça, c'est un élément qui nous échappe souvent. Elle a été ratifiée par la France pas longtemps après
l'adoption et la promulgation de la loi de 2005. Et il nous semble qu'en réalité, on a un peu ratifié sans prendre le temps de mesurer les écarts qu'il pouvait y avoir entre notre législation et le cadre posé par la Convention. Et donc, nous avons tenu un certain nombre d'années jusqu'à un moment, eh bien, ces écarts commencent vraiment à poser problème, notamment sur ce qui concerne la définition du handicap, pour que nous puissions aborder les questions dont nous parlons ce matin, d'abord sous l'angle du droit commun, avec une approche par les droits, en posant d'abord la question de l'accessibilité de nos environnements, et non pas des politiques dédiées à des populations ou des personnes. La priorité de notre sujet, c'est bien l'autonomie par l'accessibilité, et non pas avec une vision que nous avons encore un peu trop médicale de la question du handicap, qui voudrait que nous abordions le sujet uniquement par l'entrée de la déficience des personnes. Le sujet des déficiences a évidemment toute son importance. Il ne s'agit pas de le nier. Néanmoins, la réponse de la société doit d'abord s'articuler autour du principe de l'accessibilité de nos environnements, qu'ils soient physiques, qu'ils soient numériques, qu'ils soient en termes d'accès aux services publics, d'une manière générale. Donc, c'est très important que dans les travaux qui vont être les vôtres dans les semaines et mois à venir, et plus généralement, que lorsque vous regardez et que vous évaluez l'impact de la loi du 11 février 2005, vous ayez aussi, et j'ai presque envie de dire surtout, sous le coude, le cadre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies. Cette convention, elle prévoit, et c'est les règles du jeu, donc l'audition des pays signataires par le Comité des droits de l'ONU pour un examen périodique sur la mise en œuvre de cette convention. La dernière audition, c'était la seule d'ailleurs, jusque-là, de la France, a eu lieu en 2021. Donc elle est encore récente. Le Comité des droits a, dans la foulée, publié des observations générales sur les enseignements qu'il tire de cette audition. Le Comité des droits dit à la France: vous n'avez pas un problème de moyens. Et ce que vous en faites qui ne va pas. Et elle dit à la France: vous continuez à faire de la ségrégation. Vous devez vous engager dans la voie de la désinstitutionnalisation. Et le Comité des droits dit par ailleurs à la France: vous ne faites pas ce qu'il faut pour garantir une réelle participation des personnes concernées à la vie en société d'une manière générale et au débat sur les questions qui les concernent. Et donc derrière, c'est tout l'enjeu de l'expression des choix des personnes et leur prise en compte. Donc ces observations finales sont, pour le TNCPH, un peu notre boussole dans nos travaux pour évaluer ce qui est fait et contribuer à la mise à jour des feuilles de route des acteurs publics. Nous avons dans nos travaux, entre autres priorités, donc la question de l'accessibilité. L'accessibilité de nos environnements, je le disais, des établissements qui reçoivent du public, des bâtiments d'habitation collective, des moyens de transport, des lieux de travail, mais qui nous en sommes encore très loin, des services numériques, donc sites internet, audiovisuels, dont l'audiovisuel public, puisqu'il contribue à l'accès à l'information, de tous les processus de
participation démocratique, dont les processus électoraux, etc. Sur le sujet de l'accessibilité, et j'insiste beaucoup dessus ce matin, nous avons certes avancé, mais nous sommes en retard. Nous ne sommes pas du tout au rendez-vous des échéances qui avaient été fixées. Et encore moins dans les territoires d'outre-mer. Or, souvent, on peut nous dire, oui, mais c'est pas forcément la priorité, vu d'où on vient, etc. Je dis que si. Nous devons, quels que soient les endroits où nous sommes, quelles que soient les étapes où nous en sommes dans le déroulement des politiques publiques, garantir partout, sur tous les territoires, que l'accessibilité est la règle numéro 1. Et ça, c'est le premier point. Alors, en fait, dans l'actualité que nous connaissons, avec la situation à Mayotte, nous considérons que dans le contexte qui est celui de Mayotte, alors je vais dire maintenant, mais qui est exacerbé par la situation actuelle, l'accessibilité doit être un des piliers du programme qui doit être mis en place. En quelque sorte, l'opportunité. Donc, dans tout ce qui va être entrepris à partir de maintenant en Mayotte, le sujet de l'accessibilité doit vraiment être sur la table. C'est le moment ou jamais. Et avec, évidemment, dans ce contexte-là, une opportunité rêvée, en quelque sorte, de faire de l'accessibilité, non pas le seul sujet des personnes elles-mêmes confrontées à des handicaps, mais bien le sujet de tout le monde. Puisque là, les intérêts et les enjeux de l'accessibilité, surtout dans le contexte insulaire de ce territoire, concerne absolument tout le monde. Deuxième axe de priorité dans la mobilisation et les travaux du CNTPH, je citerai l'accès à l'éducation. C'est un des aspects qui a suscité peut-être le plus grand changement, le plus grand bouleversement depuis la loi de 2005. Et pour ma part, je m'en réjouis. Même si, évidemment, la situation bouscule encore les acteurs de la communauté éducative, les familles, les services publics, ce changement était nécessaire. Il nous invite à reposer un petit peu les choses pour nous assurer que l'école est bien, d'abord, l'école de tous les enfants. Nous avons pris l'habitude, depuis quelques années, de parler de l'école inclusive. Voilà, je voudrais prendre 2 minutes sur ce sujet-là. Pour dire que si à la fin nous finissons par parler de l'école d'une part, et de l'école inclusive d'autre part, qui serait l'école avec ce qu'il faut entre guillemets pour des élèves à besoin particulier, nous nous trompons sur toute la ligne. Le sujet est bien de savoir comment l'école est l'école de tous les enfants, et de savoir comment, sous la responsabilité du ministère de l'Éducation nationale, la scolarisation de tous les enfants est prise en compte. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a qu'un seul modèle d'école qui doit s'appliquer absolument à tous les enfants. Il s'agit de dire que nous devons faire en sorte que tous les environnements nécessaires aux besoins des uns et des autres soient disponibles
sous la responsabilité de l'Éducation nationale. Ce qui est particulièrement vrai aussi dans le territoire d'outre-mer. Et donc un certain nombre, on va y revenir dans notre discussion, un certain nombre d'annonces, d'engagements ont été pris ces derniers mois et dernières années, notamment à l'occasion de la dernière conférence nationale du handicap, puis du comité interministériel. Alors, comité interministériel du handicap, mais comité interministériel outre-mer. C'est là où les croisements sont intéressants, à condition qu'ils soient réguliers et suivis collectivement. Donc un certain nombre d'engagements ont été pris, notamment sur le plan financier, pour, entre autres, mettre en place ce qui est appelé comme des nouvelles solutions, avec donc des renforts budgétaires très importants. Si ces renforts budgétaires consistent uniquement à reproduire l'existant, c'est un... Et donc, j'ai un peu le sentiment, avec le CNTPH, lorsqu'il s'agit d'outre-mer, on a un peu tendance à dire, bon, on donne des crédits supplémentaires, et puis voilà. Hein. Et que nous ne prenons pas le temps de reposer le cadre et de s'interroger sur ce que nous voulons faire et sur les conditions de la transformation, notamment de l'offre médico-sociale, mais pas que. Ce qui m'amène à évoquer un autre sujet qui nous tient à cœur, je dirais même peut-être notre raison d'être, c'est celui de la participation des personnes et de la donc, prise en compte du point de vue du choix, surtout quand il concerne leur choix de vie, de toutes les personnes. Nous en sommes globalement encore très loin. Nous considérons encore souvent que, bon, il y a un certain nombre de personnes qui ne comprennent pas trop ce qu'elles disent, ou de toute façon, on n'a pas les moyens de comprendre, donc on va supposer pour elles ce qui convient le mieux. Donc nous devons évidemment cesser cette manière de faire qui suppose de changer nos pratiques, y compris nos pratiques en tant que responsables politiques, d'élus, de services publics, de professionnels du droit commun et du médico-social. Et donc, il y a aujourd'hui ce qu'il faut, notamment les outils de communication alternative et améliorés, mais pas que, pour que nous puissions faire en sorte que chacune et chacun ait voix au chapitre. Et nous considérons que c'est encore plus vrai dans les territoires d'outre-mer. Au CNTPH, nous avons une priorité, c'est de faire en sorte que ce soit toujours les personnes concernées qui puissent vraiment contribuer, pas tout seuls, parce que les sujets qui concernent le handicap ne sont pas la propriété des personnes handicapées, bien au contraire. Néanmoins, lorsqu'il s'agit de porter les sujets qui nous concernent, c'est extrêmement important que nous puissions d'abord faire en sorte que ce soit les personnes concernées qui en parlent. Nous n'y arrivons pas en ce qui concerne, nous n'y arrivons pas encore en ce qui concerne l'outre-mer au CNTPH. C'est là où aussi j'en appelle à votre aide et à votre mobilisation. Nous avons, à l'occasion d'une récente réforme, rebattu un petit peu les cartes au sein du CNTPH pour que la place la plus importante possible soit faite à la participation et à la représentation des personnes elles-mêmes concernées. Et pour la
première fois, c'est un grand appel à candidature qui a été lancé pour que des organisations associatives, principalement gouvernées et administrées par des personnes elles-mêmes concernées, puissent candidater et participer à nos travaux, qui sont intenses, mais qui sont utiles, me semble-t-il. Et nous avions et nous avons le souci de la plus grande participation dans toute la diversité possible des personnes concernées, y compris et surtout les territoires d'outre-mer, parce que nous savons que nous ne sommes pas en lien avec des personnes concernées. Nous le sommes très indirectement au travers d'organisations gestionnaires. Nous voulons que ce soit les personnes concernées qui soient avec nous au CNTPH. Et pour tout vous dire, dans les centaines de candidatures reçues, une seule venait d'un territoire d'outre-mer. Donc, alors, tu as évidemment posé la question de des moyens que nous sommes donnés pour susciter le plus de candidatures. Donc, là où on doit redoubler, nous aussi, de vigilance et vraiment avoir les bons alliés, les bons relais. Je pense que la délégation outre-mer du Sénat doit en être un. Mais c'est extrêmement important que ce ne soit pas moi tout seul qui vienne ici devant vous parler du sujet. C'est pas possible. Deuxième évolution dans les travaux du CNTPH, dont je tiens à vous faire part, donc c'est depuis justement notre renouvellement, nous avons là mis l'accent sur la question des territoires, avec une nouvelle délégation dédiée au suivi territorial des politiques que nous suivons, ce qui nous amène à organiser donc des conférences des territoires pour que nous puissions sur la question des territoires croiser les points de vue et les pratiques et les recommandations. Nous avons eu notre première conférence de territoire avec le département des Landes en décembre dernier. Nous envisageons en 2025 2 conférences de territoire. La première avec la Seine-Saint-Denis, la deuxième, nous souhaitons que ce soit avec les Outre-mer. J'espère que nous pourrons en 2025 travailler ensemble sur cette démarche-là pour qu'elle puisse ouvrir de nouvelles perspectives dans notre manière de faire. Voilà ce que je vous propose de poser en introduction de nos échanges. On a tout le coup d'un certain nombre d'éléments plus chiffrés sur les écarts qu'il peut y avoir, notamment les profils des personnes concernées par le sujet dont nous parlons. Mais je pense que c'était très important d'abord nous échangeons sur le cadre général qui nous anime ensemble. Merci et merci pour cette analyse qui est à 500% vraie, à laquelle j'adhère parfaitement, puisque ce n'est pas que le handicap dans les territoires ultramarins, mais toutes les politiques publiques ne sont pas adaptées aux réalités. Et nous allons tout à l'heure d'ailleurs statuer sur un rapport, adopter un rapport sur l'adaptation des modes d'action de l'État aux réalités des territoires. Lorsque vous dites qu'on injecte de l'argent et qu'on ne met pas en place, vous avez entièrement raison et vous pouvez compter sur la délégation. D'ailleurs, le but de ces travaux, ce ne seront que l'enclenchement d'une suite pour les territoires en matière de handicap en général dans les territoires ultramarins. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole aux rapporteurs qui vont vous poser, et puis après aux collègues qui souhaitent. Alors, je précise, mes chers collègues, qu'il faut bien regarder en face monsieur lorsque vous posez les questions, parlez lentement pour qu'il puisse vous bien comprendre votre question. Voilà, merci à vous. Bonjour. Merci pour cette présentation et ces propos introductifs. Il est extrêmement intéressant à chaque fois que des non-ultramarins
confirme un petit peu notre état de pensée. Cela veut dire que l'on n'est pas si exigeant finalement et qu'il est important qu'on continue à travailler, à améliorer en tout cas les politiques publiques dont on a forcément besoin sur nos territoires. Je ne vais pas forcément revenir sur tout le questionnaire parce que je pense que vous allez avoir l'occasion de nous le transmettre. Moi, j'aurais aimé... c'est des questions très pragmatiques au final. Il est véritablement triste de savoir que il n'y a pas forcément de données qui vous permettent finalement de travailler sur la question du handicap dans les Outre-mer. Donc, quels seraient les outils dont vous auriez besoin, justement, pour pouvoir établir avec nos territoires qui n'ont pas forcément tous des diagnostics également, donc je le dis, pour pouvoir donc travailler et faire élargir ce réseau concernant les personnes en situation de handicap. Première question, je dirais. La seconde question, c'est que nous avons dans nos territoires ultramarins un lien très étroit entre les services de l'État au travers du rectorat et ceux des conseils départementaux via la MDPH, bien sûr, dans l'objectif d'inclusion, donc de cette fameuse école inclusive. Malheureusement, nous constatons énormément de défauts et finalement beaucoup de situations d'injustice. Nous avions, par exemple, à cette rentrée à La Réunion, 2000 enfants handicapés qui n'ont pas pu entrer à l'école. 2000, c'est énorme. Et ils n'ont pas pu entrer à l'école, non pas parce qu'on ne leur a pas attribué des heures d'AESH, non pas parce qu'il n'y a pas d'AESH éventuellement de disponible, mais tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu de notification. On va commencer peut-être par un diagnostic de notification MDPH, donc leur permettant l'attribution éventuelle d'une AESH pour pouvoir donc entrer à l'école et être accompagnés. Et en fait, c'est un rouage qui est très mal goupillé et qui fait que eh bien, nos enfants restent à la maison, dans les familles, et c'est extrêmement douloureux. Et lorsque vous avez des enfants en situation scolaire, le nombre d'AESH n'est pas suffisant, mais ça, on me dira que c'est dans beaucoup d'autres départements. Cependant, nous avons, nous, à La Réunion, malheureusement, des ASEM et qui sont à tous les niveaux, par exemple en maternelle. Et très souvent, les écoles primaires sont très proches des écoles maternelles. Et lorsque les AESH n'ont pas suffisamment d'heures, par exemple, l'on fait peser sur nos ASEM les temps de repas. Celles-ci ne sont pas formées, ça n'est pas dans leur mission de toute façon, et cela fait peser également une responsabilité qu'elles ne devraient pas avoir, puisque elles dépendent, elles, du maire et non pas du conseil départemental ou du rectorat ou de la MDPH. Donc, quelles seraient pour ces territoires précisément, selon vous, les préconisations pour améliorer l'accueil des enfants? Et puis je m'arrêterai à ces deux questions, et si j'en ai d'autres, je reviendrai, et je laisse la parole à mon collègue. Ça marche. Tiens, tu vois comme quoi, hein, on peut être défendu. Voilà, c'est celui-là. Oui, alors, donc effectivement, je me joins au propos de ma collègue Audrey Belli. Mais alors, moi, je me sens ultramarin, parce que les Outre-mer, c'est la France, et quand on défend la France, on défend les Outre-mer. Donc on est tous ultramarins, et on doit tous se sentir ultramarins. Ceux qui ne se sentent pas ultramarins, c'est qu'ils ont un problème avec l'entité, le principe d'égalité qui est une garantie de l'État. Donc l'autre, alors moi, dans la suite, c'est que effectivement, par exemple, moi je suis, d'ailleurs, vous m'avez rassuré quand sur la conférence territoriale, parce que j'allais vous poser la question que s'il y en avait en outre-mer, et d'ailleurs, et sur ces conférences territoriales, est-ce qu'effectivement des rapports seront élaborés? Justement, on parlait de constats. Peut-être s'il y a des rapports, est-ce qu'effectivement on pourra élaborer un rapport? L'autre élément, je voudrais savoir si vous étiez en contact, justement, vous avez dit qu'il n'y en avait qu'une qui a répondu, et dans votre question sur la MDPH, justement, des territoires ultramarins, hein, d'avoir une cartographie.
Et est-ce que vous, justement, pour compléter la question de ma collègue, est-ce que vous disposez des données d'accessibilité et les aménagements en milieu scolaire sur les Outre-mer? Parce que vous avez parlé de Mayotte, on a vu qu'il y avait que seulement 15% de la population qui se déclare, alors que c'est 50% en France. Donc tous ces éléments-là, et comme on est dans la reconstruction, il ne faudra pas oublier dans le plan d'urgence que l'accessibilité, c'est pas aléatoire, c'est une obligation et qu'il faut la prendre en compte. Donc ça, c'était un élément aussi, je voulais l'avoir. Et je voudrais, quand on parle d'accessibilité, nous, on voudrait parler de l'accessibilité aussi dans la culture, parce que souvent on oublie, c'est des éléments un peu, et au sport. Et on voit bien, on a parlé de l'effet JO. Par exemple, en France, les personnes en situation de mobilité, etc., c'est 5%. Dans les Outre-mer, c'est 8%. On a vu chez les valides, si je puis m'exprimer ainsi, même si c'est un peu maladroit et que ce soit pas mal interprété, qu'effectivement, les médailles aux Jeux Olympiques pleuvaient sur nos compatriotes d'Outre-mer, et que alors que sur la partie justement des Jeux Olympiques, vous avez compris quoi, excusez-moi, mais effectivement on a vu qu'il y avait très peu de médailles. Est-ce à dire qu'ils sont accès, ou est-ce que ça veut dire qu'effectivement ils n'ont pas l'accès aux équipements sportifs, au sport, au même titre que nos personnes en situation de handicap sur notre territoire? Et ça, c'est un élément qui nous paraissait, nous, fondamental. Donc c'est déjà, ça fait déjà beaucoup de questions. Je pense qu'on va y revenir. Et par contre, effectivement, l'autre élément, vous parliez de feuille de route. Est-ce que vous avez eu une feuille de route? Est-ce que nous avons quelque part une feuille de route sur les Outre-mer? Parce qu'on veut bien la réactualiser, mais si on ne l'a pas, où est-ce qu'on peut construire ensemble cette feuille de route? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces premières questions. Je voudrais, Madame la Présidente, apporter une précision. Vous l'avez bien voulu et je vous en remercie. Donc, appeler à la vigilance des intervenants pour que je puisse les voir quand ils parlent. Vous ne précisez, pour ceux qui ne le voient pas à l'écran ou dans la salle, que j'ai par ailleurs en face de moi un écran avec une transcription simultanée de nos interventions, qui est assurée par des vélotypistes. Et j'en parle parce que c'est en fait très clairement un élément d'accessibilité qui fait que je suis, parce que c'est accessible, et normalement ça devrait être pour tout, c'est pour tout le monde, puisque vous l'avez aussi sur le grand écran là-bas, donc quelque chose qui me permet en toute autonomie de suivre avec vous les échanges. Il y a d'autres éléments d'accessibilité qui peut être élargi, mais voilà, vous en faites la démonstration dans votre réunion. J'en profite pour saluer donc dans la salle la présidente d'un très fin connaisseur des questions que nous développons ce matin, Monsieur Barr, qui a été ministre en charge du handicap à un moment clé, qui était dans les tout premiers mois puis premières années dans la mise en œuvre de la loi de 2005, et donc dans la mobilisation de tous les acteurs pour qu'ils puissent mettre en place tous les grands piliers de la loi. Et je me réjouis de retrouver Monsieur Barr ici ce matin. Alors, Madame Bellim, vous êtes intervenue sur la question de l'école, et votre intervention m'a interpellé. Je vais vous dire pourquoi. J'ai jamais compris. Vous me dites qu'à la dernière rentrée, 2000 enfants n'ont pas pu entrer à l'école parce qu'ils n'ont pas eu de notification MNPH. Alors, mesdames et messieurs les sénateurs, la loi prévoit que tous les enfants ont accès à l'école. Nous devons cesser cet usage qui faudrait que, parce que l'enfant est handicapé, il aurait besoin de l'autorisation de la MNPH pour aller à l'école. Ce n'est pas du tout le principe de la loi. Pas du tout. Tous les enfants doivent être inscrits à l'école. C'est la loi. Alors, parfois on dit que c'est la loi de 2005, mais en réalité la loi de 2005 a confirmé ce que la loi disait déjà. Il n'y a aucune raison valable, légitime, qui s'appuie sur aucun élément de la loi qui voudrait que, parce que l'enfant est handicapé, on aurait une procédure particulière d'admission à l'école.
c'est extrêmement important que nous tous, parents, enseignants, professionnels, communauté éducative au sens large du terme, nous sortions de cette logique-là. La MDPH a une mission qui est celle de garantir aux personnes l'accès à la compensation dont elles ont besoin. C'est ça la mission de la MDPH. C'est ça la mission que le législateur en 2005 a voulu pour la MDPH. Il a voulu que la MDPH soit là pour faciliter l'accès au droit commun et à la mise en œuvre projet que la personne a et de ses choix de vie. Aujourd'hui, nous avons l'impression qu'il faut demander l'autorisation à la MDPH pour aller à l'école, pour aller travailler, pour aller voir plus. C'est pas du tout ça. Donc, que nous disions 2000 enfants se seront trouvés en difficulté parce que les aménagements n'étaient pas disponibles au moment où ils en auraient eu besoin et les uns et les autres n'ont pas su comment s'y prendre. C'est autre chose. Alors, j'apporte cette nuance parce que j'entends par ailleurs aussi, on nous dit, comme, et ça c'est vraiment le cliché qu'on peut entendre, même si ce sont des réalités vécues comme telles par les personnes, je ne le nie pas, mais comme il n'y a pas de place dans les structures spécialisées, on se retrouve à faire la garderie dans les écoles. Alors ça, c'est aussi horrible à entendre, parce que ce n'est quand même pas une punition que d'aller à l'école. Donc nous devons vraiment faire en sorte, et je pense que nous en prenons la voie, c'est tardif, c'est récent, c'est encore timide, c'est même un peu poussif, mais nous en prenons la voie, nous devons faire en sorte que ce soit bien l'école qui soit la porte d'entrée naturelle, privilégiée, prioritaire de toutes les familles, de tous les enfants. La loi de 2005, j'insiste beaucoup dessus, vous pouvez la reprendre, c'est écrit noir sur blanc. Les enfants sont inscrits dans leur école de référence. Et à partir de cette inscription, on regarde ce qu'il convient de mettre en place. Et là, il devrait y avoir la plus grande palette possible de solutions. En privilégiant, donc, évidemment, la scolarisation avec tous les aménagements nécessaires dans le milieu ordinaire de l'école. Et quand je dis dans le milieu ordinaire de l'école, j'insiste beaucoup dessus, il ne s'agit pas de dire, quelle que soit la situation, l'enfant est au milieu de tout le monde sans adaptation. Ce n'est pas du tout ça. C'est sous la responsabilité de l'école et autant que possible, tout le temps, dans l'environnement ordinaire et même physique de l'école. À partir de là, on peut faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Vous avez évoqué la question des AESH. Une question qui nous mobilise tous depuis des années. Là encore, on devrait revenir aux fondamentaux de 2005, si vous voulez bien. En 2005, nous nous sommes dit, l'école doit à privilégier pour tout le monde. Nous devons donc envisager l'accessibilité de l'école, ce qui suppose l'accessibilité du lieu, l'accessibilité des équipements, les manuels scolaires, les supports pédagogiques, etc. L'accessibilité de la pédagogie, donc ça suppose de la formation des enseignants, et qui parfois passe aussi par l'accompagnement des enseignants eux-mêmes dans leur mission face à la classe et aux apprentissages. Je le répète, tout enfant est en capacité d'apprendre et de progresser. Tout enfant.
En 2005, pour faire face à cette grande ambition qui ne pouvait pas se faire du jour au lendemain, il y avait un peu ce pansement sur la jambe de bois qui était les AVS. C'était là pour accompagner la transition qui était nécessaire. Et puis nous sommes collectivement tous rentrés dans cette spirale inflationniste. À chaque rentrée, le sujet marronnier, un peu, ce marronnier, pardon, on annonce des milliers d'AVS, d'AESH supplémentaires pour répondre à une demande de plus en plus forte. Et aujourd'hui, le ministère de l'Éducation nationale nous dit le métier d'AESH est le deuxième métier du ministère. Et là, on dit il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Alors, pas du tout. Les AESH n'ont pas vocation à être la solution, la clé du projet scolaire des enfants handicapés. Ce n'est pas possible. Nous devons garder l'accessibilité de l'école, la formation des enseignants, l'accompagnement des enseignants eux-mêmes et, bien évidemment, pour un certain nombre de configurations, les aménagements nécessaires dans l'école pour que, en fonction des contraintes qui sont les nôtres lorsque nous sommes handicapés, nous ayons l'environnement qui va bien, et parfois ça passe par la mobilisation de spécialistes. Donc, nous avons aussi, et c'est vraiment très très important, toutes les ressources aujourd'hui disponibles dans le secteur médico-social qui doivent pouvoir venir en appui du droit commun et de l'école, et donc des enseignants eux-mêmes. C'est ce qui est en train d'être fait, c'est encore, j'insiste beaucoup dessus, poussif, mais c'est bien la mutation qui doit s'opérer pour que les ressources médico-sociales soient au service des enseignants de la communauté éducative d'abord. Alors, il y a depuis la rentrée de septembre, là, la mise en place dans 4 départements, seulement 4 départements, mais déjà 4 départements, les premiers pôles d'appui à la scolarité, les PAS, qui sont un petit peu la concrétisation des évolutions qui sont encore nécessaires depuis la loi de 2005 pour que nous soyons bien d'assurer que l'école soit l'école de tous les enfants. Donc ces PAS, ils sont en place depuis septembre dans l'Aisne, dans l'Eure-et-Loir, dans le Var et en Côte-d'Or. Mobilisons-nous pour que, avant la dernière étape de la généralisation de ces PAS, les territoires ultramarins fassent bien partie de la montée en charge dès le départ, parce qu'il y a un enjeu, je pense, tout de suite, à remobiliser tous les acteurs autour de ces fondamentaux. Enfin, pour illustrer un peu aussi tout ce que nous devons encore terminer pour que cette loi soit une réalité pour tout le monde, et ce n'est pas que symbolique. Non, je le redis, la loi de 2005 dit tous les enfants sont inscrits dans l'école de référence. Et 20 ans après, nous apercevons qu'en réalité, beaucoup d'élèves n'ont pas encore leur identifiant, l'INE. Parce que nous n'avons pas encore été en capacité, en France, d'attribuer un INE à des enfants qui ne sont pas physiquement présents dans les écoles. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a d'énormes trous dans la raquette encore, dans le respect de ce droit. Donc c'est un chantier tardif, mais qui est là, qui est mis en place par l'Éducation nationale, à la demande et vraiment avec l'appui et l'accompagnement du CNCPH, pour que l'identification de tous les enfants qui doivent être à l'école soit assurée avec cette INE. Parce qu'en réalité, derrière cette INE, c'est un certain nombre de politiques publiques et de droits qui sont ouverts, qu'on ne sous-somme pas tout ce qu'il y a derrière. Donc, ce sera intéressant, pour vous parler de la question des données, aussi de regarder dans les territoires ultramarins cet enjeu-là. Vous avez évoqué, entre autres, l'accès à la culture, un axe fondamental de notre mobilisation, tant derrière l'accès à la culture, il y a les conditions de l'émancipation des personnes.
J'ai envie de dire que c'est historiquement peut-être un des premiers sujets de mobilisation en France sur les questions d'accessibilité. Avant même que la loi de 2005 soit pensée, c'était souvent au ministère de la Culture que les choses se jouaient. En particulier sur les questions d'accessibilité, puisque la formation des architectes, la question des bâtiments de France, etc., c'est au ministère de la Culture, et peut-être aussi qu'il y a une envie encore plus forte de bien faire dans cet environnement-là. C'est donc monsieur le sénateur, un des premiers ministères à avoir mis en place, avant même la loi de 2005, une commission dédiée au sein du ministère à laquelle nous sommes particulièrement attachés, c'est la Commission nationale culture et handicap, qui a pour mission de mettre à jour régulièrement la feuille de route du ministère sur l'accès à la culture par les personnes handicapées et leurs familles, quel que soit l'endroit où elle réside. Cette commission s'est un peu essoufflée ces derniers mois. Mais nous poussons vraiment à sa dynamisation pour qu'il y ait bien une politique régulière d'accessibilité des enjeux culturels. Alors, au-delà du spectacle vivant, au-delà de la pratique culturelle, au-delà des musées, des établissements culturels, il y a aussi la question de l'audiovisuel. D'énormes progrès ont été réalisés ces dernières années grâce à la loi 2005, disons-le, pour que l'accès à l'information soit renforcé et que les programmes audiovisuels soient accessibles. Et c'est particulièrement vrai sur les chaînes publiques, avec d'extraordinaires progrès qui ont été faits. J'ai envie de citer la situation de France Info, qui, depuis le mois de novembre, donc c'est encore tout récent, assure le sous-titrage intégral de ces programmes de 6h30 du matin à minuit, non-stop, avec une qualité remarquable. Ce qui veut dire que il y a, selon nous, une exception dans la loi de 2005 que nous devons lever dès que possible. La loi de 2005, qui a prévu les obligations d'accessibilité pour les chaînes de télévision, a prévu une exception pour les télévisions locales. Je crois que le législateur craignait en 2005 d'être dépassé par les coûts que cela pouvait engendrer. Aujourd'hui, la technique est de notre côté. Les progrès permettent énormément de choses. Donc il est impératif que les télévisions locales soient aussi accompagnées pour s'engager dans la voie de leur accessibilité, pour que sur tous les territoires, l'accès à l'information de proximité, qui est nécessaire à l'autonomie, à la participation au débat public, et en particulier dans les moments clés, quand il y a des événements, quand il y a des élections, eh bien, elles puissent se faire. Donc, il y a là aussi, avec ces télévisions locales, un enjeu d'autonomie et de citoyenneté extrêmement important. Sur la question du sport et de l'effet GOP, je suis moi-même sans bois de voir la vitesse à laquelle nous avons refermé la parenthèse des GOP. Alors il y a la promesse d'une meilleure pratique sportive, d'un plus grand soutien à la performance sportive pour celles et ceux qui le souhaitent, d'un plus grand encouragement, pour ne pas dire systématisation, de l'accès à la pratique sportive par les personnes handicapées dans les établissements, mais aussi et surtout avec l'accessibilité des clubs sportifs qui doit être accompagnée. Et puis il y a plus globalement la promesse de l'accessibilité qui accompagnait les GOP, qui s'est un petit peu concrétisée et puis qui s'est vite essoufflé. Voilà, et je crois que les débats récents que vous connaissez sur le budget confirment bien qu'il y a quelque chose qui s'est vite dégonflé.
Donc, soyons vigilants collectivement sur ce sujet, tant la pratique sportive est absolument nécessaire et fondamentale pour tout le monde, et en particulier pour les personnes handicapées. Sur le sujet des données, là c'est un sorte d'arlésienne au TNCPH, avec néanmoins une amélioration, me semble-t-il, depuis 2 ou 3 ans, avec une démarche que je salue de l'adresse, qui met à jour et réunit l'ensemble des données aujourd'hui disponibles sur la situation des personnes handicapées en France. Donc avec une mise à jour vraiment très intéressante, hein, tous les ans, des chiffres clés du handicap, avec un certain nombre de développements qui nous concernent. Donc si vous n'avez pas cette publication, je vais vous la passer pour que nous puissions dans un deuxième temps observer ce qui fait défaut. Par ailleurs, le CNTPH demande la mise en place d'un observatoire des besoins, que c'est une chose que de connaître avec précision la situation déclarée des personnes quand elle est déclarée. Donc vous l'avez bien dit que un certain nombre de personnes qui sont encore loin du processus de déclaration pour accéder à leurs droits, notamment dans les territoires ultramarins, où il y a des écarts extrêmement importants entre la moyenne nationale et ce qui est observé sur le territoire. Mais au-delà de ça, c'est bien la connaissance actualisée et précise des besoins des personnes. Donc ça, c'est une demande très régulière du CNTPH. Quelques acteurs y contribuent, je pense à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, mais pas que. Néanmoins, nous devons avoir cette connaissance fine avec la participation des personnes concernées directement. Vous avez d'autres questions? Oui, et merci pour vos propos. C'est exactement cela. C'est ce grand étonnement que de savoir que l'on réinterprète la loi pour justifier certaines choses, notamment sur cette fameuse rentrée scolaire. Donc, mais je reviendrai plus précisément là-dessus avec vous. Nous avons sur certains départs. Alors, il y a des diagnostics très peu actualisés sur nos territoires. Et pourtant, vous avez des territoires, notamment le mien, qui a énormément de dynamisme. On l'a expliqué, enfin, on a appelé de nos voeux cette mission parce qu'on se disait justement que il est vrai que dans nos territoires, le handicap était tabou, caché. Nos enfants étaient dans les maisons et on n'en parlait pas. Il y avait une certaine peut-être honte ou gêne ou qui fait que finalement ces politiques publiques ont mis du temps à s'intégrer dans le territoire, aussi avec l'histoire finalement. Mais aujourd'hui, il y a eu un certain réveil dans certains territoires et vous avez par exemple à La Réunion un CRA. Vous avez un centre ressources sur le TESAF. Donc il y a des initiatives, il y a des choses qui n'existent pas en hexagone dans certains départements, mais rien ne se goupille. Tout est extrêmement cloisonné très souvent. Et quelle serait selon vous quelle serait votre préconisation pour que nous puissions, lorsque par exemple nous n'avons pas de schéma départemental de handicap, ça aussi ça permettrait d'établir un diagnostic plus fin. Donc nous n'en avons pas tous. Si nous en avons eu, nous n'en avons plus parce qu'il n'y a pas de sous. Mais quel pourrait être l'organisateur? Parce qu'il est vrai que nous avons des formes différentes entre collectivités, départements dans nos territoires. Quel pourrait être l'organisateur de la remontée de ces données qui est nécessaire aussi pour alimenter potentiellement un observatoire et puis finalement commencer à préconiser des mesures qui correspondraient à nos territoires et à nos difficultés, qui sont sensiblement différentes de ce qui est présent ici en Hexagone. Voilà.
Et pardon, je vous ai parlé effectivement de cette parenthèse qui est refermée et on voit bien le ratio et ce qui reste à faire, puisqu'on voit bien aussi qu'avec déjà pour les personnes qui ne sont pas en situation de handicap, les ultramarins, on les fait venir en métropole pour qu'ils puissent s'entraîner déjà dès très jeunes, dès leur très jeune âge, donc de grandes difficultés. Donc ça montre aussi les enjeux, mais ça, je pense que vous l'avez pointé. Et est-ce que vous avez effectivement vu une cartographie des réseaux associatifs, des acteurs associatifs sur les territoires d'outre-mer? Est-ce qu'on peut bénéficier effectivement, au-delà des données, vous savez il y a aussi cette cartographie des acteurs. Est-ce que vous avez fait ce travail-là? Et j'ai vu que... Est-ce que dans vos fonctions aussi, vous avez eu l'occasion, l'opportunité de vous prononcer sur les Outre-mer avec les différentes instances partenaires sur la sensibilisation justement à l'Outre-mer? Et si vous en avez fait, est-ce que vous avez des retours là-dessus? Le cas échéant, qu'est-ce qui s'est dit et comment c'est perçu et comment sont les remontées? Parce qu'au départ de votre propos linéaire, vous avez dit quelque chose qui m'a inquiété, c'est on leur donne déjà, donc ça n'avait pas l'air d'être la priorité. Et voilà, donc ça, on voudrait bien vous entendre là-dessus. Et quelles sont les mesures à déployer qui ont porté effectivement en métropole des améliorations qui ont fait évoluer fortement et qu'on pourrait regarder sur la transposition sur les territoires et départements d'outre-mer? En réalité, vos deux questions te rapprochent un petit peu. Elles te rapprochent un petit peu. Je pense que la première ou une des premières choses à envisager est collectivement de nous assurer, sur chacun des territoires ultramarins, de la participation directe des personnes aux instances prévues pour cela. Ce ne sont pas ces instances-là qui supposent des moyens. Juste de la détermination, de l'organisation et de la régularité dans la réunion. Il y a dans chaque département un conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie. Il doit être pleinement investi. Et, encore une fois, comme je disais en ouverture tout à l'heure, en s'assurant que ce sont bien les personnes et leurs familles, mais les personnes qui sont autour de la table pour évoquer leur situation et échanger sur les préconisations et les priorités des politiques à mettre en place. J'évoquais tout à l'heure les 50 000 nouvelles solutions qui doivent être déployées depuis la dernière conférence nationale du handicap. Là, je vois des pratiques très différentes dans la manière de faire entre les régions. Ce sont les ARS qui sont à la manœuvre. En Île-de-France, l'ARS a mis en place un comité des usagers. Alors, c'est pas pour inventer des trucs en plus, hein, je le dis, mais un comité d'usagers pour que ce soit exclusivement des personnes concernées qui se prononcent et sur les besoins et sur l'évaluation des solutions mises en place, pour que ce soit le point de départ. Il faut que ce soit exactement la même démarche partout. Alors, quand je vais dans des régions, je demande comment vous avez fait pour déterminer les priorités, et souvent on me dit on a demandé aux organisations, certes gestionnaires sur place, de quoi ils avaient besoin. Ce n'est pas du tout la même chose. Et donc, je pense que pour répondre aussi à la question de la visibilité qui est nécessaire pour que nous soyons davantage à l'aise pour parler du handicap, il faut aussi bien rendre visible cette participation et rendre encore plus légitime l'expression des personnes en la prenant en compte pour qu'elle éclaire les choix qui doivent être faits sur chacun des territoires.
Donc, je vous invite, alors, était valable pour tous les départements, hein, mais j'invite vraiment les élus des territoires ultramarins à saisir les autorités sur place, pour demander quand ont lieu ces réunions, et puis de demander à y être associé pour vérifier la réalité de la représentation des personnes. Par ailleurs, nous avons en France le réseau des hauts fonctionnaires au handicap et à l'inclusion, qui a été mis en place pour que chaque ministère, au-delà des aléas de la vie politique qui entraînent une certaine dynamique dans l'occupation des postes ministériels, il y ait une permanence dans le travail interministériel et commun et collectif sur les questions dont nous parlons. Et donc, dans le réseau des hauts fonctionnaires au handicap et à l'inclusion, le ministère des Outre-mer participe via une personne qui a cette responsabilité-là. Et le réseau des hauts fonctionnaires est un partenaire privilégié du TNTPH. Donc, je propose que nous programmions ensemble un échange avec le haut fonctionnaire qui cherche à faire le lien précisément entre les deux comités interministériels, celui du handicap et celui de l'outre-mer, pour faire converger les sujets, et donc peut-être nous pourrions partager ensemble un point d'étape sur le sujet. Enfin, nous avons dans chaque département un sous-préfet référent handicap et accessibilité. C'est un réseau récent, pas toujours visible. Moi-même, je peine parfois à le découvrir, mais il est là. Ces référents sont évidemment parfois référents d'autres sujets en même temps, mais ils sont aussi, il me semble, à la disposition des élus pour aller mobiliser tous les cadres de droit commun qui sont disponibles pour mettre en place les politiques dont nous parlons et veiller à la bonne application des lois. J'étais dans cette salle il y a pas longtemps cette semaine, à l'initiative de la commission des lois pour l'audition du même genre, et une de vos collègues spontanément nous a dit mais il est illusoire de penser qu'on accéderait à ces droits de la même manière partout en France. Vraiment, je souhaiterais appeler à la vigilance de tous les élus, de tous les sénateurs, sur le fait qu'il ne peut pas être illusoire. Au contraire, nous devons vraiment avoir pour priorité de corriger tous les écarts qu'il y a dans cette inégalité d'accès au droit, quels que soient les territoires où nous sommes. C'est notre mission, en tout cas aussi, il me semble, la vôtre en tant qu'élu, mais à nous, tous en tant qu'acteurs publics. Voilà, donc les sujets dont nous parlons supposent aussi, il me semble, une connaissance par tous les élus des cadres de référence qui sont les nôtres. J'insiste beaucoup dessus. Loi du 11 février 2005, Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies. Il sera certainement utile, opportun, intéressant de regarder comment les commissions et les délégations du Sénat peuvent faciliter l'accès régulier des élus à une connaissance à jour des enjeux de cette convention. Je vous le confirme, elle s'applique, elle s'impose à nous, dans tous les cas. Merci. Je vais laisser la parole à notre collègue Jocelyne Guidez qui l'avait demandé, puis Philippe Bas. Oui, merci beaucoup. Merci pour ce débat fort intéressant. Le handicap, pour moi, c'est quelque chose de large. Il y a différents handicaps et pour moi, différents accompagnements. Est-ce qu'on peut inclure absolument tous les enfants à l'école? Donc, je ne vais surtout pas choquer qui que ce soit.
D'autant plus que, comment dire, moi-même, voilà, dans ma famille, j'ai une nièce très handicapée, syndrome de Rett. Syndrome de Rett, aujourd'hui, c'est très compliqué d'inclure ces enfants-là dans les écoles. C'est même impossible. Quand on a voulu inclure absolument tous les enfants dans nos écoles, qu'est-ce qu'on a fait? On a fermé, ou tout au moins, on a oublié de construire d'autres IME. Et pour moi, c'est important, en tous les cas, qu'on continue à construire des IME, parce qu'il faut absolument pouvoir accueillir nos enfants handicapés très lourdement aussi, dans un accueil, comment dire, peut-être beaucoup plus sympathique que ce que l'on voit aujourd'hui, parce que moi, parfois, je vois des mouroirs aujourd'hui pour nos enfants handicapés et qui deviennent aussi des adultes après. Il ne faut pas les oublier, ceux-là. Donc, bien évidemment que je suis pour, comment dire, l'école inclusive, par exemple pour les TND, mais faut-il aussi qu'il y ait un accompagnement au niveau des professeurs, au niveau des AESH, au niveau, après aussi, de tout ce qui est, comment dire, en attente au niveau des écoles, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est que ces enfants TND, par exemple, ne sont pas si bien que ça inclus dans nos écoles et pas si bien que ça acceptés dans nos écoles. Ils dérangent. Donc je pense qu'il faut faire attention aussi, selon le handicap, comment on peut le mieux accompagner nos enfants. Et je pense que ce n'est pas toujours la solution de vouloir inclure absolument tous les enfants, parce que ce n'est pas évident. Voilà. Et moi, je suis aussi pour que on travaille aussi autour des IME pour mieux accompagner en tous les cas nos enfants qui sont très lourdement, comment dire, handicapés. La question aussi que je voudrais parler, on en a très peu dit, c'est sur l'emploi des personnes donc handicapées en outre-mer, mais aussi en métropole, l'inclusion par le travail, qui me semble-t-il est un levier central pour améliorer l'insertion des personnes en situation de handicap. À ce sujet, je parrainais un colloque la semaine dernière dans nos murs. Une intervenante en situation de handicap nous indiquait combien il fallait faire preuve de détermination pour affronter les difficultés liées au handicap au travail. La CNCPH dispose-t-elle d'un état des lieux précis du taux d'emploi des personnes en situation de handicap dans nos différents territoires ultramarins? Propose-t-il certains dispositifs spécifiques pour favoriser l'emploi dans ces territoires? Et ensuite, je ne peux pas oublier les aidants. Les aidants jouent un rôle crucial, en particulier dans les territoires où les structures médico-sociales sont les plus saturées, comme en Outre-mer. Quel droit essentiel vous semble prioritaire pour répondre aux spécifiques ultramarins? Je vous remercie. Et ne croyez pas que je ne suis pas pour l'inclusion. Voilà, mais je pense qu'il y a aussi parfois des limites. Et il faut penser aussi aux autres. Merci. Merci, Madame la Présidente. Je salue à mon tour Jérémy Borroy, qu'en effet je connais bien, et dont vous avez pu constater la compétence dans tous les domaines des questions d'insertion des personnes handicapées, de soutien aux personnes handicapées, de citoyenneté des personnes handicapées que j'ai pu éprouver de longue date. L'institution qu'il préside, j'avais coutume de la qualifier de manière abusive de Parlement du handicap, mais il n'y a qu'un seul Parlement, donc ça n'est pas au Sénat que je vais reprendre l'expression, mais je le mentionne quand même pour dire que dans la mise en œuvre de la loi de 2005 sur la participation, la citoyenneté des personnes handicapées et le droit à la compensation du handicap, le Conseil national consultatif des personnes handicapées a été saisi de plus de 80 décrets en 18 mois, a fait des propositions de modification de tous les projets, a parfois réexaminé des textes qui révélaient des lacunes à l'usage, et très rapidement. Et c'est une instance pour laquelle je suis heureux que la délégation aux Outre-mer manifeste sa considération, parce qu'elle accomplit dans notre pays un travail qui n'est pas forcément très visible, mais qui repose sur l'implication très grande de toutes les associations représentant les personnes handicapées, et qui est un peu la tête de réseau aussi par rapport à toutes les commissions
d'accès au droit qui siège dans chacun de nos départements. Je voudrais lui poser une question d'ordre général. Nous observons dans tous les domaines de l'action publique que, pas toujours, mais dans un certain nombre de cas, et plus spécifiquement dans certains départements d'outre-mer, nos services publics sont submergés. C'est vrai pour l'école. Je pense à la Guyane, à Mayotte, mais aussi aux Antilles. C'est vrai pour l'hôpital. C'est vrai pour les transports publics. C'est vrai parfois, pensons à la Guadeloupe et à la tragédie que l'accès à l'eau a pu constituer et qui n'est pas encore complètement réparé, pour les réseaux d'eau et d'assainissement. Et par conséquent, tout ceci n'est pas sans impact sur à la fois les causes du handicap et les difficultés particulières que peuvent ressentir les personnes handicapées, nos compatriotes ultramarins handicapés. C'est la raison pour laquelle nous sommes cohérents à la délégation aux Outre-mer avec la manière dont nous abordons l'ensemble des questions ultramarines. Il nous paraît important d'adapter nos modes d'action à des réalités qui sont parfois très différentes de celles que nous connaissons dans l'Hexagone. Et du coup, je me demande si on ne devrait pas réfléchir en commun à un certain nombre de stratégies alternatives, plutôt que de rechercher systématiquement la pleine application des règles que nous mettons en œuvre dans l'Hexagone, voir comment améliorer vraiment, avec réalisme et pragmatisme, de manière empirique, la situation de nos compatriotes ultramarins quand ils ont un handicap, et la prévention du handicap outre-mer, et aborder donc l'ensemble de ces questions avec un autre regard, en tenant compte aussi, et mes collègues ultramarins, j'espère, approuveront ce point, d'une fraternité agissante qui permet de constater et d'espérer des prises en charge humaines reposant sur la famille, mais aussi sur la communauté, qui ne sont pas de même nature que dans l'Hexagone. Et je crois qu'il y a sans doute, à partir de cette intuition, une possibilité de développer un travail, et que, en ce qui me concerne, je crois que sous le contrôle de notre présidente, nous aborderions avec confiance, connaissant votre institution. Voilà ce que je voulais dire. Merci, je vais vous laisser la parole et puis après nous allons conclure. Jean-Gérard Pommier, s'il te plaît. Oui, merci. Oui, moi je voulais tout à fait appuyer le propos courageux, réaliste de notre collègue. Oui, effectivement, une demande sociétale de plus importante pour, je dirais, tout ce qui est PMR, tout ce qui est handicap, inclusivité, et tout à fait. Mais par contre, je pense qu'il y a effectivement des limites. D'abord, je pense que les maîtres ne sont pas toujours formés à différents types de handicap, car les handicaps sont multiples, je crois que vous avez tout à fait raison de le souligner. Ensuite, il ne faut pas que le côté de notion inclusive qui se répand et qui est bien, ce soit un alibi ou une excuse pour l'État pour ne pas faire suffisamment de structures qui, elles, manquent cruellement, notamment les IME, où les personnes qui sont aujourd'hui en IME sont celles qui pourraient être ailleurs et qui gênent des personnes qui ne peuvent pas y être et qui pourraient y entrer. Un élément récent, nous avons voté ici à l'unanimité une loi sur les AESH pour la prise en charge en période méridienne par l'État. Sur le terrain, il n'y a pas de crédit. J'ai vérifié auprès de mon DAZEN la semaine dernière, il a eu l'équivalent de 6 postes et on lui a dit débrouillez-vous avec cela. Ce qui veut dire que la loi que nous avons votée ne peut pas être appliquée parce que les financements ne sont pas au rendez-vous. Enfin, monsieur Narrois, pour la question des sous-préfets, effectivement, en préfecture, dans mon département, les sous-préfets ont de plus en plus de casquettes multiples, mais ils ont de moins en moins de moyens. Paul Delouvrier disait une préfecture, c'est un drapeau, une cuisinière. C'est l'état de nos sous-préfectures. Donc, je pense qu'effectivement, l'État a quelque chose à faire. Les élus prennent une part importante,
Mais je suis pas sûr, et vous le dites vous-même, que puisque vous avez eu du mal à même connaître ce réseau des sous-préfets, je suis pas sûr que ce soit la voie la plus facile. Je penserais plutôt, pour moi, à la mise en place réelle des moyens votés par le Parlement pour une loi votée ici même. Merci. Merci beaucoup. Je voudrais répondre d'abord à la préconisation de Monsieur le ministre sur la manière d'aborder le sujet avec davantage peut-être parler de pragmatisme. Donc j'ai plutôt l'habitude de dire que pragmatisme, les personnes handicapées elles connaissent plus que d'autres. Mais en tout cas avec la connaissance la plus précise de la réalité de chacun des territoires, et notamment des territoires ultramarins. Cela suppose que j'y adhère entièrement, et cela suppose par ailleurs deux choses. La première, c'est qu'en aucun cas nous ne renoncions pour autant à faire de l'accès aux droits des personnes l'objectif. Et que cela suppose aussi, et je vais y revenir dans une minute, de planifier et d'organiser les choses. Ce que nous n'avons pas suffisamment fait depuis la loi de 2005 sur les questions qui sont les autres. L'autre, non pas condition, mais peut-être critère de réussite de la démarche que vous proposez, est bien celle de la participation directe des personnes à la définition des stratégies qu'il convient de mettre en place au niveau territorial. C'est pour que les constats que vous développez, notamment sur les difficultés des services publics, des transports et de tous les acteurs à pouvoir assurer ta mission, les personnes elles-mêmes concernées soient bien embarquées dans les constats. Et là, je pense que effectivement tout peut marcher, tout peut fonctionner. Madame la sénatrice, j'ai entendu votre propos sur l'école. Vous voudriez y apporter quelques nuances et peut-être confirmer ce que je disais en ouverture. Il n'est pas possible, il n'est plus possible de dire aujourd'hui qu'il y a des enfants pour lesquels l'école doit être dans des modalités différentes. Ce n'est pas possible. Donc, comme je vous disais, l'évaluation de la mise en place de la Convention relative aux droits des personnes handicapées en France a amené l'observation qui est la suivante. Nous continuons de faire de la ségrégation. Et aujourd'hui, comme hier, mais aujourd'hui encore plus, rien ne justifie que nous puissions considérer que des personnes, parce qu'elles auraient tel ou tel handicap, devraient être à part. Être à part n'est en aucun cas une réponse à leurs besoins. La facilité que nous avons de se dire ah bah il y a des handicaps plus lourds donc il faut construire des IME n'est pas une réponse à ce que nous souhaitons mettre en place. Ce que nous avons aujourd'hui d'intéressant et de spécialisé, d'adapté dans les IME doit être disponible dans l'environnement de l'école. C'est d'ailleurs un des axes de la dernière conférence nationale du handicap, auquel j'adhère pleinement avec le TNCPH, c'est que les IME doivent pouvoir trouver leur place dans les murs de l'école. Et il y a beaucoup d'opportunités. On parle dans certaines régions de baisse démographique et donc d'opportunités aussi de rebattre un peu les cartes, y compris sur le plan foncier. Donc, encore une fois, sortons de cette vision qui veut que l'école inclusive consisterait à inclure des élèves au milieu de tout le monde sans prendre en compte les besoins des uns et des autres. Ce n'est pas du tout ça. Et il n'y a pas une école inclusive pour les uns et une école qui serait particulière pour les autres. Et il n'y a pas de catégorie de handicap qui voudrait qu'on ait des orientations différentes. Tous les enfants, y compris ceux qui supportent les handicaps les plus contraignants, polyhandicap, etc., doivent avoir la réponse à leur droit à l'éducation sous la responsabilité de l'école. C'est indispensable.
Et donc, et sur tous les territoires, et surtout les publics. J'insiste vraiment dessus. Ça doit être notre mobilisation collective. Voilà. Que vous appelez à vouloir rendre disponible, qui est aujourd'hui dans les DME, doit l'être dans un environnement de droit commun. Mais aujourd'hui, dire à une personne handicapée, comme tu as tel handicap, hein, ta réponse est d'aller avec d'autres qui ont le même handicap, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, et il n'y a pas derrière, ce n'est pas du réalisme. Si vous le voulez bien, nous allons conclure parce que nous devons enchaîner, nous sommes un peu en retard. J'ai juste une remarque dans l'idée que vous avez évoquée. J'ai eu l'effet inverse à Saint-Barthélemy. Nous allons construire une école et nous avons prévu dans cette école des salles pour recevoir notamment des enfants autistes. Et les parents se sont remontés en disant hors de question, ils préfèrent avoir une structure bien spécifique parce que la nature de ce handicap, notamment l'autisme, le bruit de l'école n'est pas compatible et met l'enfant en situation de stress. Et voilà, donc c'est un débat aussi au niveau des familles, quand on intègre les familles dans les projets, puisqu'elles ont toute leur place, surtout chez les enfants jeunes. Et puis, voilà, je voulais juste vous le dire. Et donc, je vous remercie infiniment. Je pense que nous allons continuer et j'espère que cette audition ne sera pas la seule et l'unique, parce que c'est vraiment, nous sommes des partenaires. Vous avez noté des points auxquels j'adhère et qui sont très réalistes, à savoir le handicap est interministériel, un peu comme en analogie avec les Outre-mer, donc devrait se traiter un peu en interministériel. Vous avez rappelé les obligations de l'école. Et point important, que l'école, ce n'est pas l'enfant de s'adapter à l'école, mais l'école à s'adapter à l'enfant. La mise en place d'un observatoire de besoin des connaissances. La place aussi qu'il faut lever, enfin les modifications législatives dans cette loi qui arrive après 20 ans dans le bilan, et notamment dans les chaînes locales. Et surtout, l'adaptation aux réalités des territoires, parce que il est vrai que la Réunion a ses spécificités, mais que vous avez la Polynésie avec des îles qui sont extrêmement éloignées. Vous avez parfois, alors les règles nationales ne peuvent pas s'appliquer puisqu'on vous refuse une classe Ulysse, un dispositif Ulysse, au prétexte que vous n'avez pas assez d'enfants pour intégrer cette classe, même pour un élève, on n'accepte pas. Voilà, des dispositifs qui travaillent en silo, et voir dans quelle mesure on pourrait les adapter au territoire, à de tout petits territoires où vous avez peut-être 10 enfants, mais qui relèvent d'adaptations différentes. Donc il y a des sujets vraiment à venir et que nous allons travailler avec plaisir avec vous. Merci infiniment. Et puis j'ai une bonne nouvelle, grâce au DUOD, nous avons un jeune qui avait témoigné, qui a été embauché par une collègue du Sénat, et il est collaborateur au Sénat. Je l'ai croisé par le plus grand des hasards, et franchement, je suis ravie pour lui. Et puis c'est un exemple. Donc nous aurons aussi l'occasion de l'auditionner parce qu'il a travaillé sur le sport. C'est grâce un petit peu à ces échanges sur un projet d'inclusion sportive de jeunes en situation de handicap, notamment dans le tennis, et qu'il s'est aperçu de la difficulté de faire venir des jeunes ultramarins en situation de handicap pour pouvoir participer à des compétitions handisport nationales. Donc vous voyez comme quoi il y a de belles histoires aussi, et il faut les valoriser. Merci à vous.